Donc Aurélie, vous êtes notre locale de l'étape. Vous avez été élue à la ville de Metz, députée de Moselle, ministre de la Culture et de la Communication. Ah pardon, ministre de la Culture et de la Communication sous le gouvernement Hollande. Femme de gauche, d'origine lorraine, italienne. Aujourd'hui, professeure agrégée de lettres à Sciences Po Paris et Nancy. Toujours le lien avec la Lorraine. Vous êtes aussi romancière. Donc 3 magnifiques livres au compteur, on les a là. Les derniers jours de la classe ouvrière chez Stock. Un homme de la poche, dans la poche, pas de la poche, chez Stock aussi. Et les idéaux chez Fayard. Une écriture ciselée où s'entremêlent des destins personnels, collectifs, des histoires d'amour, des révoltes. Tout un destin en fait que vous décrivez au cours de ces 3 livres, même s'il ne s'agit pas que de votre histoire, on n'est pas sur de la biographie, mais en tout cas sur de l'histoire romancée. On repère une appétence pour vos origines. Donc la boussole de vos livres, en tout cas, c'est la conscience de classe, la défense de la classe ouvrière et une femme qui se débat là-dedans. On va commencer par ma première question qui correspond au dernier jour de la classe ouvrière. Vous décrivez une histoire ou plusieurs histoires dans une région en déliquescence. Et ma première question, c'est qu'est-ce qui vous a pris d'écrire ça à un moment donné et quel est votre regard sur cette époque-là et ce que c'est devenu aujourd'hui? Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci à Des mots et débats de cette invitation. Le livre Les derniers jours de la classe ouvrière, il a 20 ans maintenant, oui, quasiment. Et donc, c'est quand même très émouvant d'en parler encore 20 ans plus tard. Je dirais que finalement, l'histoire, les histoires racontées dans ce livre, ça a continué depuis 20 ans. C'est des histoires sur la mémoire industrielle et ouvrière en Lorraine. C'est ça qui m'avait poussé vraiment à écrire ce livre. C'était pour raconter finalement presque un siècle de manière très impressionniste, comme ça, un siècle d'histoire ouvrière en Lorraine. Et pourquoi en Lorraine? Parce qu'évidemment, c'est notre région, mais aussi parce que j'avais vécu, comme vous tous d'ailleurs ici, cette désindustrialisation, cette fin, on n'appelait pas encore ça la désindustrialisation d'ailleurs, c'était la fin des mines et des usines. Et c'est quelque chose qui m'avait énormément marqué dans toute mon enfance, mon adolescence. C'est quand même très marquant, voire assez traumatisant même, de savoir de vivre dans un environnement où toutes les usines et toutes les mines, les unes après les autres, fermées, avec toujours le même espoir, c'est celui que ce serait la dernière fois, et toujours les mêmes désillusions derrière. Donc ce livre, c'était ça, et c'était aussi évidemment un hommage à mon père, qui était l'un des acteurs de cette histoire, comme il y en a eu des milliers d'autres, et qui en est mort, en fait, voilà. Qui en est mort parce qu'il a été à la fois victime d'un cancer du poumon, d'une maladie cardiaque, d'une maladie nosocomiale, et qu'il a vécu aussi politiquement ce drame, cette tragédie de la fin de tout ce qui avait été sa vie. Et le déclic, ce qui a fait que vous vous êtes mise à écrire sur cette histoire. Il n'y a pas de déclic. En fait, c'est vraiment plutôt le contraire d'un déclic. C'est-à-dire, c'est une sorte d'obsession comme ça, qui revient de manière lancinante, et je tournais autour, je voulais... En fait, l'idée, c'était quand même, cette région, j'y étais très attachée, même si j'étais partie faire mes études à Paris. Et à chaque fois que je revenais, j'avais un sentiment très, très fort, de sens du tragique, quoi.
de disparition, voilà, et je voulais lutter contre ça. Et la littérature a cette vertu de permettre, au fond, de redonner vie à ceux qui ne sont plus et à ceux qui n'est plus. Et donc, puis je voulais raconter aussi la vie de mon père, voilà, un peu de sa vie au sens collectif du terme. Et donc, voilà, ça a été quelque chose de très, très lent et très obsessionnel, qui fait que pendant plusieurs années, parce que ça s'est étalé sur une période de 5 ans, en fait, je glanais des informations, mais pas de manière très systématique, quoi, en fait. Hein, et j'essayais de reconstituer des souvenirs, d'aller chercher aussi dans des lectures, hein, à me nourrir de ce que je pouvais mettre en relation avec mes souvenirs personnels ou les histoires qu'on me racontait dans ma famille, pour recouper en quelque sorte des sources différentes. Et il y a eu un déclic. D'abord, en fait, il y a eu quand même un déclic qui a été le titre. Le titre est venu assez vite, en fait. Vraiment, c'était ce titre-là, quoi, en fait. C'était sûr. Et à chaque fois, on m'a toujours posé des questions sur le titre, en disant, mais enfin, les ouvriers, il y en a encore. Et à chaque fois, je défends ce titre parce que c'est vraiment la classe ouvrière. Et c'est ça qui a été détruit en Lorraine et ailleurs, en fait. C'est non pas les ouvriers comme ouvriers, bien sûr, mais au contraire, les ouvriers comme classe, c'est-à-dire avec tout ce qu'il y avait comme sociabilité, comme fonctionnement collectif, comme protection collective, comme solidarité, etc. etc. Et de quoi on paye ça aujourd'hui, et je le dis, c'est présent aussi dans le livre, on paye ça par la montée du Rassemblement du Front National et maintenant du Rassemblement National. Quand on détruit tout ce qui faisait la fierté ouvrière et les sentiments d'appartenance, ce qu'il reste, eh bien, c'est les passions tristes, comme on dit, c'est-à-dire les passions mauvaises. Et voilà, c'est après, ça dérive. C'est ça le regard que vous posez là-dessus aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Et c'est l'explication que vous donnez, la seule explication que vous donnez Non, c'est pas la seule, mais en tout cas, c'est l'une des explications très fortes. C'est qu'il y avait une structuration politique et une structuration collective c'était pas seulement un parti, hein, c'était pas seulement le Parti communiste, c'est pas ça, c'était vraiment des fonctionnements collectifs, des solidarités collectives, un sentiment d'appartenance et une fierté d'appartenir à ce monde-là. Et ça, ça a été cassé sciemment, vraiment par ce qu'on appelle l'ultralibéralisme, enfin depuis les années 80, on voit bien ce que c'est, quoi, quand même. Et puis par des mécanismes, enfin il n'y a pas de main invisible derrière, hein, c'est comme ça, c'est de l'idéologie, et des mécanismes d'émiettement des temps de travail, etc. etc. Mais ça, pour moi, c'est très important, c'est-à-dire que cette notion-là d'appartenance collective à quelque chose, à une aventure, c'est très fort. Et ça peut compenser aussi beaucoup de choses. La dureté des conditions de travail, la pénibilité, enfin bon, ils n'étaient pas pauvres, les ouvriers qu'on a connus, parce qu'ils travaillaient, ils gagnaient leur vie, voilà. Bon, ils n'avaient pas non plus des conditions. Et puis, il y avait l'espoir que leurs enfants s'en sortiraient bien grâce à l'école. Et ça aussi, c'est très important. C'est-à-dire que ce modèle républicain, très fort, dont je suis le fruit, et quand même, c'était quand même très fort, quoi. Et ça soudait complètement la société. Et ça fonctionnait quand même bien. Pour des gens qui étaient, ça aussi c'est important pour moi de le rappeler, mais quand même à 80-90% des immigrés. Ou des enfants d'immigrés, voilà, c'était quand même, on était tous des rital, hein, voilà. Et il y avait aussi des Polonais, il y avait des Algériens, des Marocains, enfin, c'était une terre presque exclusivement composée d'immigrés. Et quand même, alors vous venez de l'évoquer très très rapidement, la lutte politique ne vous suffit pas ? Pourquoi passer par le roman ? Pourquoi passer par la littérature ? Pourquoi passer par la création artistique ? En fait, le livre était... Alors, l'engagement politique a été un peu concomitant avec l'écriture du livre. Mais pas exactement... Enfin, moi, j'étais chez les Verts, hein, au moment où le livre est sorti, j'étais chez les Verts.
Et c'était donc pas forcément je veux dire, la doxa des Verts. Hein, tu vois. Donc je pense que ce sont deux choses différentes, hein, mais en même temps, il y a une cohérence, évidemment. Voilà. La littérature peut des choses que la politique ne peut pas. Par exemple, on peut toucher des gens par l'émotion à travers la littérature. Et peut-être un petit peu faire comprendre par une forme d'empathie pourquoi certains peuvent avoir des idées, des convictions politiques, voilà, qui sont pas. Donc on peut toucher des gens de manière, je pense, plus universelle en fait, avec la littérature. Et la politique, c'est autre chose. La politique, c'est aussi des choses très concrètes. C'est pas que des grandes idées, hein, mais c'est un ensemble, quoi. Donc, mais pour moi, c'était cohérent, en fait. Il n'y a pas eu. J'ai toujours aimé écrire, donc c'était vraiment un besoin, mais il y avait une forme de cohérence, même si ces deux activités sont distinctes. Et ça, en fait, c'est plutôt maintenant que ça me gêne un peu, parce que j'ai l'impression que quoi que je fasse maintenant, quoi que j'écrive, c'est sûr que Les Idéaux est un livre qui parle de la politique, mais n'empêche que c'est un roman. Alors peut-être qu'il faut que je m'éloigne beaucoup plus de ce sujet-là, mais quand même, quoi que je fasse, maintenant on parle de moi. Ça fait 5 ans que j'ai plus de mandat politique, et à chaque fois qu'on me parle, on me dit vous qui êtes une femme politique. J'ai l'impression que je serai une femme politique toute ma vie, quoi. Alors, un petit sujet, enfin, je m'écarte, mais pas tout à fait. Je sais que vous donnez ou vous avez donné des cours à des réfugiés. Oui. Et je voudrais bien que vous me disiez, que vous nous disiez ce que vous avez appris de ça. Oui, alors ce sont des réfugiés qui ont un niveau, qui sont arrivés en France depuis 3 ou 4 ans. Est-ce que c'est encore le cas? Oui. Ok. Donc c'est la 4e année que je fais ça, et donc c'est dans le cadre d'un programme qui est à Sciences Po, hein, qui est une classe par an, une vingtaine d'élèves, et qui viennent de tous les pays possibles. Moi j'ai eu beaucoup d'élèves afghans, syriens, soudanais, mais aussi d'autres, voilà, c'est assez variable. Et ce sont des jeunes qui n'ont pas de diplôme, mais qui ont un niveau bac, grosso modo. Non, ce qui est formidable, c'est à quel point ils ont envie, ils ont une formidable envie de s'intégrer, quoi, en fait, hein, tout simplement, et puis de découvrir aussi ce que c'est que la France, ce que c'est que l'Europe. Et moi, je leur fais des cours de culture générale, en fait. Donc, je leur fais étudier des textes littéraires. Donc j'avais commencé la première. Alors ça change, c'est un peu au gré de mon inspiration. J'avais commencé. En fait, le premier cours que j'ai fait dans la première classe que j'ai eue en 2017, je me suis lancée et j'ai décidé de faire un extrait de Phèdre. Bon, c'était très, très, très ambitieux, hein, parce que la langue, et la langue du XVIIe est quand même très difficile. Mais la question de l'amour, ça les a tout de suite touchés. Et en fait, après, à la fin, ils m'ont dit « Ah, mais on aimerait bien faire une autre tragédie qui parle de l'amour. » Parce que c'est des choses universelles, même si c'est compliqué, difficile. Voilà. Et puis après, on a fait du Molière, on a fait des choses plus légères. On a passé un accord avec la Comédie Française, donc on a un partenariat avec la Comédie Française, donc ils sont allés à la Comédie Française, et certains même, l'un des étudiants a été parrainé par l'un des sociétaires, Serge Bagdasarian, pour ne pas le nommer, mais c'est un programme très suivi maintenant, alors que certains d'entre eux n'étaient jamais allés au théâtre, dans un théâtre. Et voilà, ça c'était formidable d'émotion. Et puis, maintenant, depuis 3 ans, systématiquement, en fin d'année, quand ils ont vraiment... je leur fais étudier Primo Levi, si c'est un homme. Parce que, en fait, j'estime que pour entrer pour comprendre l'Europe,
il faut savoir ce qui s'est passé là, avec la Shoah. Et que beaucoup d'entre eux, en fait, n'en savent vraiment quasiment rien, quoi, en fait. Rien. Ils arrivent, même certains ne savent vraiment pas du tout, ne connaissent rien au génocide de la Deuxième Guerre mondiale. Rien du tout. Et donc, alors ça, c'est toujours pour moi une expérience bouleversante. Parce qu'ils sont complètement... Ils se projettent énormément. Et ils se projettent complètement dans cette histoire. En même temps, ils en voient bien aussi des différences, etc. Mais et ils sont très, très, très bouleversés. Enfin, voilà, c'est vraiment ça, c'est l'expérience la plus forte que j'ai eue avec eux. Et pour moi, ça a été vraiment extrêmement riche, quoi. C'est incroyable. Donc, je leur fais étudier le texte parce que c'est par la littérature que je veux que ça passe. Je leur fais lire le texte. L'année dernière, par exemple, il y avait des élèves qui avaient acheté le livre en arabe pour pouvoir mieux le comprendre dans certains passages qu'ils ne comprenaient pas très bien. Et ils faisaient... alors, certains m'ont dit, mais est-ce que le livre existe en persan ? Je ne sais pas si en Iran, ça m'étonnerait, mais en Afghanistan, bon. Mais enfin, c'est vraiment... En tout cas, ils sont... voilà, c'est quelque chose pour moi qui est très important de leur faire connaître ça. Merci. Alors, maintenant, ce qui fait que vous êtes le plus connu, donc vous avez été ministre de la Culture. Une seule question. Que peut un ministre de la Culture ? Oh, beaucoup de choses, hein. Vraiment, il n'y a pas de... le ministre peut beaucoup de choses parce qu'il peut impulser des politiques Par exemple, une des choses dont je suis très fière, ça a été la politique de nomination de femmes dans des postes à responsabilité dans le périmètre de la culture. Et ça a été très, très, très violent. Mais alors, d'une violence que je n'avais pas soupçonnée. C'était le déchaînement hystérique, je dirais, que ça a provoqué chez un certain nombre de personnes qui avaient était absolument délirant. Mais je constate que heureusement, ça a continué depuis, et maintenant, voilà, ça semble une évidence, quoi. Mais vraiment, pour moi, ça a été un combat majeur. L'éducation artistique, la lutte pour les librairies indépendantes, la lutte pour la régulation des géants du numérique à l'échelle européenne, avec tous les dégâts que fait Amazon, mais aussi que fait Google ou Apple sur la diversité culturelle, les grands combats pour la diversité culturelle à l'échelle européenne, à l'échelle internationale. Enfin, tout ça, c'est le ministre de la Culture quand même qui représente ça en France. Alors après, il ne peut pas tout, évidemment, mais enfin bon, il peut quand même faire beaucoup de choses à condition d'avoir un budget qui soit évidemment un peu correct. À la hauteur des ambitions. À la hauteur, oui, mais c'est vraiment... et puis surtout d'avoir la confiance, au fond, du président, du Premier ministre, parce que le problème du ministère de la Culture, c'est qu'il y a énormément de visiteurs du soir qui viennent, qui pensent qu'eux, ils auraient pu ou dû être ministres de la Culture, qu'ils savent mieux que le ministre de la Culture, et que donc c'est des gens qui vont interférer en permanence dans tout. Et ce qui n'existe pas vraiment dans les autres ministères, en fait. Enfin, un peu, mais beaucoup moins, en fait. Vous voyez, et donc, oui, ça, c'est ça le plus délicat. C'est ce lien-là, ou ces interférences-là qui font que parfois, moi j'avais des ambitions pour changer un certain nombre de choses et alors, ça bloquait. Bon, la nomination de femmes sur des directions, etc., on l'a bien vu. Et vos ambitions, sinon par exemple, sur l'éducation artistique, là, ça se fait en lien avec le ministère de l'Éducation nationale. Mais j'aurais souhaité qu'on puisse profiter de la réforme des rythmes scolaires que menait Vincent Peillon en même temps. C'est vrai. Et moi, je lui avais dit, on fait un système où on libère donc les élèves plus tôt et on va faire des partenariats avec les établissements culturels, les conservatoires, mais aussi les théâtres, etc., localement, pour que les élèves ne soient pas
à ce moment-là désœuvrer ou confier selon les municipalités à des animateurs, etc., mais qui soient vraiment des activités artistiques. Or ça n'a pas été possible, par exemple, parce que ça a nécessité beaucoup de coordination, que c'est toujours compliqué avec le ministère de l'Éducation nationale, et que voilà, il faut une vision, il faut une vision d'en haut qui dise oui, ça doit être comme ça. Ça, c'est un exemple, quoi. Après, je me suis affrontée assez sévèrement avec Google et Amazon. Alors, autant sur Amazon, il y a eu à peu près, il y a eu un consensus, il y a toujours un consensus d'ailleurs, même droite-gauche, tout ça, c'était... sur Google, c'était plus difficile. Moi, j'étais complètement contre, par exemple, le fait qu'on passe un accord avec Google, que les éditeurs de presse passent un accord avec Google parrainé par le gouvernement et que Google s'en sorte en payant quelques millions d'euros comme ça. Moi, je voulais qu'on ait une loi qui interdise l'exploitation en fait des articles, etc. par Google. Et on avait des partenaires européens qui souhaitaient faire la même chose, les Allemands, les Italiens, les Belges, enfin voilà. Le choix qui a été fait, c'était celui plutôt de ne pas se fâcher, entre guillemets, avec Google. Voilà. Moi, je pensais qu'il fallait avoir une politique beaucoup plus offensive vis-à-vis des GAFAM. Ouais. Mais je suis contente de voir, et la Commission européenne, à mon époque, était catastrophique de ce point de vue-là. Mais elle a beaucoup changé depuis, et notamment grâce à la commissaire Margrethe Vestager, qui est vraiment... très, 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 très en pointe. Voilà, ça bouge, ça. Okay. Bon, enfin, c'est des petits exemples. Non, mais ça m'intéressait. Enfin, je pense qu'on est tous intéressés de savoir quelles étaient vos options, vos combats prioritaires, et puis ce qui a été possible et ce qui ne l'a pas été. Et on voit qu'il y a eu des choses qui l'ont été, heureusement quand même. Si vous voulez bien, on va revenir... à la littérature et aux idéaux. Alors, les idéaux, donc c'est l'histoire d'une femme qui est sous les ordres de la République, qui vient d'un milieu modeste. C'est à la fois une histoire d'amour et l'histoire d'une femme qui est fascinée par ces lieux où se vit la démocratie, où où le peuple est représenté et qui a du mal à trouver sa place. C'est ce que j'ai compris dans ce que j'ai lu. C'est quoi la juste place d'une femme dans ces endroits-là? Ou d'une femme modeste? Enfin, d'origine modeste. Dans le monde politique, c'est pas tout à fait acquis encore. Hein. C'est difficile, hein, mais la place des femmes est encore sujet à beaucoup de contestations, au fond, dans le monde politique. Moi, je considère que c'est encore aujourd'hui beaucoup plus dur pour les femmes que pour les hommes dans le monde politique. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce qu'il y a une violence d'un type particulier qui s'exerce vis-à-vis des femmes et qui est différente vis-à-vis des hommes. Ce milieu est violent, bien sûr, mais il y a une attention à des choses enfin, voilà, qui n'existent pas chez les hommes. C'est on va juger la femme sur son être plus que sur, au fond, ce qu'elle fait ou ce qu'elle va dire, quoi, en fait. Hein. Donc, alors que l'homme est plus neutre, en quelque sorte, au départ, et puis après, on va le critiquer pour ce qu'il dit, ce qu'il fait, ceci, ce qu'il ne fait pas. Mais il y a quand même, au départ, une neutralité dans le regard qu'on va porter sur un homme qui n'existe pas chez les femmes. Il n'y a pas de neutralité. Enfin, c'est très difficile. Et où il faut des années pour l'installer, quoi. Il faut être Angela Merkel pour, à la fin... qu'on ne vous voit plus vraiment comme ni la Mouti, la maman, ce qui a été surnommée au début, enfin, ni... Vous voyez, il faut vraiment beaucoup de temps. Et c'est très difficile. Vous n'avez pas l'impression que ça évolue en ce moment? Ça bouge, oui, ça bouge. Mais ça bouge. Mais je trouve qu'il y a... Oui, ça bouge... Parce que forcément, il y a eu MeToo, il y a eu plein de choses qui se sont passées quand même pour les femmes, heureusement. Hein. Et puis, les jeunes générations sont beaucoup plus intolérantes à un certain nombre de choses. Mais enfin, ça met quand même du temps, quoi.
Moi, justement, à l'occasion de MeToo, j'avais été interrogée par Le Monde. Le Monde, hein, c'était l'anniversaire du Monde Magazine. Et donc, ils avaient fait un magazine avec tous les gens qui avaient fait la une du Monde Magazine. Et donc, j'ai relu. Moi, j'avais même oublié que j'avais fait la une du Monde Magazine, mais en fait, je sais pourquoi. C'est pas par. J'avais occulté. Parce que c'était. Mais on lit ça aujourd'hui, c'était terrible de clichés misogynes, quoi, en fait. Ah oui? Donc, c'était seulement il y a 9 ans. C'est rien, en fait. Et même le journaliste m'a dit, mais nous, quand on a relu l'article avec une jeune femme qui était arrivée à la rédaction et tout, qui faisait le dossier, même eux, il n'y avait pas que moi, un Najat, ça avait été la même chose, je sais plus, il y avait eu plusieurs exemples comme ça. La manière dont ils parlaient des femmes, voilà, il y a seulement 10 ans, dans le monde, donc pas parce qu'il y a de pire, au contraire, mais c'est incroyable. Donc, je pense qu'il va falloir encore un petit peu de temps quand même, on n'a pas tout réglé. Alors, je vais vous proposer de lire un tout petit passage des idéaux. Donc, cette femme a démissionné de son poste de ministre parce que, bon voilà, elle s'est sentie trahie, impuissante dans sa fonction. Elle revient sur son département et voilà. Alors, c'est à partir de là et jusque-là. Tout petit. Elle retourna dans sa région, il chercha un nouvel appartement au calme et un nouveau bureau. Petit, concentré. Elle le meubla avec son cher assistant. Au mur, au-dessus de la cheminée, ils placèrent une affiche gigantesque du Festival d'Avignon. Elle retrouva ses amis patients, fidèles et trop longtemps négligés, et reprit avec eux le cours des soirées, comme si rien ne s'était passé. Mais quelque chose était arrivé. Ils ne la jugeaient pas. Elle sentait que certains ne comprenaient pas, tandis que d'autres, au contraire, saluaient sa détermination. Mais les uns et les autres avaient en commun d'être avec elle, quelle que soit sa position, son pouvoir ou son absence de pouvoir, quand tant d'autres s'étaient détournés, comme d'une pestiférée, à partir du moment où elle ne pouvait plus rien leur apporter. Elle se délectait de voir les mines gênées de ceux qui, quelques semaines auparavant, se seraient battus pour être sur la photo à côté d'elle, à la descente du train, et qui faisaient assaut de flatterie en espérant en tirer des gratifications bien réelles. Elle alla poser des fleurs sur la tombe des morts. Elle leur parla à voix basse, attendant leur approbation muette, cherchant un signe d'outre-tombe qui ne vint pas. Elle avait d'abord pensé à voyager, à aller le voir, à passer avec lui des nuits de consolation et de ferveur dans la liberté retrouvée des corps. Mais elle avait besoin d'abord de se rassurer, en reprenant pied dans sa vie, chez elle. Elle n'y avait plus vécu depuis longtemps. La ville lui semblait transformée depuis que son regard sur l'avenir n'était plus le même. Ses yeux s'étaient dessillés, lui aurait-il dit. Elle craignait aussi le choc de retrouvailles trop brutales dans un contexte si explosif. Elle avait peur de le perdre, ayant déjà tout perdu. Ils avaient été brûlés par l'acide. Comment leur peau pourrait-elle se toucher sans s'arracher des hurlements de douleur ? Ils ne sauraient que faire de cette disponibilité totale qui leur serait offerte. Autant ne pas aller trop vite. Alors, on l'a dit, c'est une histoire d'amour. Et... Tu as choisi ce passage, vous avez choisi ce passage. Mais il est très adapté, je trouve, à ce lieu, aux amis fidèles, voilà. Non, mais c'est une histoire d'amour et du coup, j'ai pompé. Et j'ai trouvé une phrase sur la 4e de couverture qui dit « Que peut l'amour dans tout ça ?» C'est pas mal quand même, l'amour. Hein. Que peut l'amour En fait, je pense que je devrais écrire des livres uniquement d'amour, quoi, en fait. Tu vois, c'est ça. Non, parce que c'est quand même bien pour faire un peu de poésie, l'amour. Ça sert à ça, sans doute, à écrire de la poésie.
C'est avant toute chose. Oui. Et puis, mais l'amour, c'est aussi beaucoup. Il y a beaucoup de choses dans l'amour. Il n'y a pas seulement l'amour entre un homme, enfin, entre l'amour physique, l'amour, voilà, c'est l'amour au sens générique aussi. C'est l'amour des amis, c'est l'amour, voilà, c'est l'affection, c'est tout ça, quoi. Donc, et, et pour faire le lien avec la politique, c'est que c'est vrai que la politique dessèche ça. La politique rend presque tous les sentiments faux. Toutes les relations humaines deviennent fausses. Ou en tout cas, quand on est au pouvoir, à partir d'un certain moment, on soupçonne tout le monde d'être faux. Et de fait, il y a beaucoup de fausseté qui s'installent. Et moi, il n'y avait pas une journée où je me disais, en regardant autour de moi, où je me disais, mais en fait, si demain je ne suis plus là où je suis, qui sera encore là ? Donc, je savais qu'en Lorraine, par exemple, j'avais des amis que j'aurais toujours. Ça, je le savais. Enfin, en tout cas, je l'espérais. Je crois que je ne me suis pas trompée, la preuve. Mais sinon, vraiment, ça rend tout éminemment soupçonnable. Et ça, c'est quelque chose qui ensuite a un impact très, très réel, très concret sur les hommes et les femmes de pouvoir. C'est bien de leur jeter la pierre, de les critiquer toujours, mais en fait aussi, il faut voir comment se comportent les gens avec les hommes et les femmes de pouvoir. Et à la fin, on développe nécessairement une forme de méfiance vis-à-vis des autres, vis-à-vis d'un certain type de relations sans cesse, pas forcément seulement de courtisanerie, mais ça existe évidemment la courtisanerie, mais il y a aussi de la violence, et parfois de la violence extrêmement personnelle, qui n'a rien à voir avec ce que font ou disent ou défendent comme position les uns et les autres, beaucoup de violence, de tout un tas de sentiments, de l'envie, de la jalousie, etc. Et autant il est tout à fait légitime d'avoir des débats démocratiques sur des questions, voilà, mais autant attaquer des gens et des personnes, c'est terrible parce qu'en fait, on ne peut rien répondre à ça. Les attaques personnelles, on ne peut pas y répondre. Et on est démunis. Non, parce que vraiment, quoi qu'on réponde, on se fait piéger. Ouais. Et donc ça c'est vraiment ce qu'il y a de pire. Donc c'est aussi... on a besoin d'avoir des responsables politiques qui ont une compréhension, une empathie pour les gens, pour leurs administrés, pour les gens qui les ont élus, évidemment. C'est essentiel. D'ailleurs, je pense que quand on fait une campagne électorale, si on n'a pas cette empathie, les électeurs, les gens le sentent, quoi, en fait. Mais sauf que cette empathie, ensuite, s'émousse dans l'exercice du pouvoir on peut dire c'est l'isolement, c'est tout ça, mais aussi parce qu'il est renvoyé aux hommes et aux femmes qui sont aux responsabilités. Et du coup, l'amour c'est... Mais même l'amour, je pense, est quasiment impossible dans certains milieux, ou alors c'est vraiment... c'est pour ça que parfois certains se protègent dans une sorte de bulle très, très, très intime, mais tout est soupçonnable. Et l'amour, là-dedans, le véritable amour reste, au fond, une sorte d'oxygène, quoi. Comme il est dans la vie, je pense, pour tout le monde. Hein. Mais pour moi, l'amour, c'est quand même aussi la plus belle chose sur laquelle écrire, surtout. Alors, justement, en parlant d'écriture, votre prochain roman, est-ce qu'il arrivera, et sur votre préoccupation du jour, qu'est-ce qui peut venir? Alors, je sais pas. En fait, j'aimerais écrire, à vrai dire, une pièce de théâtre, là, puisqu'on est ici. Voilà. J'aimerais beaucoup, et ça, c'est un très, très vieux... J'ai participé 2 fois à des expériences d'écriture collective, de pièces de théâtre. Et ça m'a beaucoup plu, mais j'étais très... Enfin, il faut être très modeste, quoi, devant le résultat, parce que c'est très difficile. Donc j'aimerais beaucoup écrire une pièce de théâtre, mais c'est très, très difficile. Donc je ne sais pas si je vais y arriver, mais c'est un peu mon projet de l'année à venir, là. Voilà. Ah, ça, je suis curieuse de voir ce que ça pourrait donner. Alors
maintenant, bon, on va vous demander de vous prêter à l'exercice des Ah oui, 6 questions. d'accord. Voilà, on l'a posé à tous les autres. Alors, moi-même, il faut que je m'en rappelle. Réponse brève, c'est ça? Ou ce que... Non. Non, voilà. D'accord. Déjà, votre lieu ou votre ambiance préférée d'été. Été, c'est quoi? Le bord de la mer, obligatoirement la Méditerranée. Ah bah comme le précédent. Ah non, c'était pas la précédente. Ah non, c'était Ah bah voilà. l'Atlantique, Yann. Bon bah voilà, moi c'est la Méditerranée, obligatoirement. À un moment donné, il faut que je sois au bord de la Méditerranée, mais c'est tout, c'est comme ça. Je suis définitivement, voilà, je suis pour Mare Nostrum. Ben Voilà. ouais. Chanson d'été? Hmm. On a Alors. eu tout, hein. Et le pire. Oui, le pire, oui. Alors, chanson d'été. Bon, si je pense chanson d'été, je pense chanson italienne. Bah ouais. Bah ouais. Mais voilà, après, ça veut dire variété italienne. C'est pas forcément. Non, mais j'avoue un faible pour la variété italienne. Ouais, ouais, j'adore. Et comme quand j'étais petite, j'écoutais. J'ai appris l'italien en écoutant Umberto Tozzi, donc voilà. Bon, allez, on prend. Lecture d'été, alors, ou l'actuel, ou ce que l'été vous évoque comme lecture. Alors, l'été est un temps de lecture déjà. Ouais. Ça, c'est quand même un grand temps Ouais, de lecture ça, parce c'est- qu'on est, on est plus, beaucoup plus disponible et un temps de découverte. Alors lecture au sens ce que Question j'aime ouverte. lire en été ou Par exemple. oui, alors non, enfin tout. Enfin, j'aime lire des romans. Là, je suis en train de lire, de me préparer pour le Moine Noir que je vais voir cette semaine. Donc je lis la pièce avant d'aller la voir. D'accord. J'aime bien lire les pièces avant de les voir en fait, parce Ah, que c'est je marrant. trouve que ça me ça permet de mieux comprendre la mise en scène et voilà et en quoi il y a des choix de mise en scène et quelles étaient enfin voilà on s'imagine toujours un peu, on se fait nos propres petites mises en Ouais, ouais. scène mentalement et puis après on est surpris donc voilà c'est j'aime bien avoir la surprise de la mise en scène et de l'interprétation et que la surprise du texte ne prenne pas le pas sur la surprise de la mise en scène, voilà donc j'aime bien faire ça. Alors du coup, bah, Ouais. je vais inverser parce que ça devait être la dernière question, mais c'est quoi votre émotion la plus forte devant un spectacle, voir un spectacle de théâtre, puisqu'on est à Avignon, mais ça peut être un autre. Alors, c'est bon, la plus forte, je dirais que j'ai eu vraiment une grande émotion à Avignon en voyant Richard III. Ah, pourquoi tout le monde rit? Parce que C'est déjà dit? Oui, Ah oui, c'est Ah ouais. intéressant. ouais, Ouais, ouais. ça fait sourire. Hein. Donc voilà, ça c'est l'une de mes grandes émotions. Alors c'était Lydie, ouais, Lydie Salver. Ah ouais. Tout à l'heure. Ouais. Ah bah alors voilà. Voilà. Donc c'était voilà, si je pense à Avignon, j'ai pas eu la chance par exemple de voir le Mahabharata de Peter Brook. Enfin voilà, donc ça c'est un handicap. Alors après, j'ai eu une grande émotion théâtrale. Ça va sembler paradoxal, mais par la télévision interposée, c'est que quand j'étais adolescente, j'avais enregistré sur Arte, Arte avait diffusé le Soulier de satin de Claudel, mise en scène par Antoine Vitesse, donc ici, à Avignon. Et moi, évidemment, j'allais pas à Avignon quand j'étais adolescente, enfin, quand j'étais... Voilà, donc je l'avais enregistré et je le regardais sur des cassettes VHS de l'époque, des années 80. Et donc j'avais regardé le Soulier de satin comme ça. Donc j'avais un peu l'impression d'être à Avignon quand même. Ah bah, super. Voilà. Alors, maintenant du coup plus léger, votre plat d'été, qu'est-ce que vous aimez manger en été? Des pâtes, comme toute l'année d'ailleurs. Et un mot d'été? Le Euh, mot qui... Et puis on s'arrêtera sur ce mot. Gelato. Gelato. Grazie. Eh bien, merci
merci beaucoup. Merci. Et donc la prochaine rencontre a lieu à 17h avec Philippe Val et il y a quelques livres d'Aurélie qu'elle pourra dédicacer dans l'entrée. Merci. Merci beaucoup.